C'est parti. Bonjour à tous et à toutes. Et donc, merci d'être venus. Donc, après les nombreuses péripéties de micro, donc, je voudrais vous poser une petite question. Est-ce que vous connaissez l'expression « un peu de douceur dans ce monde de brut » ? Oui, elle est assez connue. D'ailleurs, pour le petit moment culture G, elle nous vient d'assez vieilles publicités qui nous vendaient cette douceur, qui donne un peu cette idée, une douceur un petit peu rare, un peu précieuse, quelque chose qu'on va rechercher. Et pourtant, dans le monde de l'entreprise, cette douceur, c'est pas toujours vu comme ça. Et donc, c'est un peu ce qu'on va voir ensemble. Alors, avant de commencer, je voudrais dire un énorme merci, soit grâce à qui nous sommes là aujourd'hui, donc grand merci aux sponsors, et aussi à l'équipe d'organisation d'Agile Tournior. Et pour le coup, je vais aussi me présenter en quelques petits mots. Donc, je m'appelle Anaïs Huette et je suis coach agile. Et je suis aussi souvent perçue comme douce. Et ça a été durant toute ma carrière. Et ça va probablement continuer. Une belle association avec la conférence. Alors pourquoi ? Est-ce que c'est parce que je me lave avec Myrlène Machine ? Non. Oui, un t-shirt rose, ça joue un peu. Alors, il y a aussi le fait que je suis une femme. Et ça, quand les stéréotypes de genre entrent en jeu, la douceur, ça a tendance à être assez fermement rattaché aux femmes. Alors, ça ne veut pas dire que c'est réservé aux femmes, évidemment. Juste que, par défaut, sur ma fiche de personnage, j'ai quelques petits points de perception de douceur. Il y a aussi le fait que je suis une maman. Ça, c'est quelque chose que j'ai pu voir quand je suis devenue maman. Le nombre de remarques que j'ai reçues sur le fait que maintenant que j'étais une maman, j'étais naturellement plus apte à soutenir les équipes, à m'en occuper, à les chouchouter. Alors que pas vraiment, non. Et il y a ma petite voix douce, que je mets entre guillemets, parce que ça aussi, j'en ai beaucoup entendu parler de ma petite voix douce. Et c'est cette petite voix douce qui a un peu lancé la création de cette conférence. Petit moment de l'histoire. C'était il y a un petit peu plus d'un an, fin 2023. Et je participais à un entretien pour une mission d'accompagnement d'une équipe dans un contexte agile. Donc bon, ça colle plutôt bien au profil, coach agile. L'entretien se passe bien, plutôt intéressant. Mais au bout du compte, finalement, on dit non. Tant pis, ça arrive. Hein. Et là, j'ai reçu un feedback un peu particulier. On m'a dit, avec ta petite voix douce, on n'est pas sûr que tu puisses gérer les cas difficiles. Et pan, dans les dents. Et donc ça, mine de rien, ça m'a pas mal touchée. Surtout que c'était pas la première fois qu'on me disait ce genre de choses, en plus. Et donc, pour le coup, je vais vous poser la question à vous. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de recevoir ce genre de remarques ? Alors, pas spécifiquement sur vos petites voix douces, mais des remarques qui ressemblent un peu à un jugement de valeur, où vous êtes trop ceci, trop cela, trop doux, trop abrupt, trop introverti. Je propose un vote à main levée. Oui, une bonne majorité dans la salle. Et bien ça, mine de rien, ce genre de remarques, ça impacte pas mal. On a tendance un petit peu à encaisser, et puis ça va venir un peu aussi, quelque part, nous influencer, ou en tout cas, nous travailler un peu. Je sais que de mon côté, dans ma carrière, cette perception de douceur, liée à ma voix et aussi à ma posture en général, ça a eu un petit effet. Par exemple, dans mes débuts, j'étais souvent vue comme quelqu'un d'assez fragile, un peu naïve, quelqu'un à protéger, qui allait peut-être pas forcément y arriver. Alors bon, heureusement, ça s'est un peu estompé avec l'expérience, et jamais complètement non plus. Ça a eu aussi parfois un côté un petit peu pesant. Par des choses comme des remarques bienveillantes, alors que je mets entre guillemets, parce que c'était plus souvent des critiques déguisées sur cette douceur qui était vue comme un point à améliorer. Ça m'est arrivé aussi de voir mon évolution entravée lors d'entretiens annuels, où là, les choses à améliorer, c'était dans la liste. Et c'était quelque chose qu'il allait falloir travailler. Et ça m'est aussi arrivé de m'entraver toute seule. Par exemple, à force de m'entendre dire que je n'allais pas y arriver, que les choses étaient trop compliquées pour moi, j'ai fini par y croire. Et même, face à des opportunités, à pas trop oser y aller, voire à freiner des quatre fers. Ce qui est un peu dommage. Il y a eu aussi, donc, comme je racontais au début, des refus de mission, des moments où c'est trop douce, ça va pas passer.
Et ça m'est aussi arrivé d'être la cible de harcèlement. Quand on se dit, avec sa petite voix douce, c'est pas elle qui va aller se plaindre. Et pour le coup, pour revenir à mon histoire de départ, donc là, cette remarque, ce coup-ci, elle a eu un peu un effet de goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et là où d'habitude j'avais tendance à encaisser et à attribuer ça à une sorte de sexisme ordinaire, là je me suis dit, et s'il n'y avait pas quelque chose d'autre? Et s'il n'y avait pas des questions à se poser, un sujet à creuser? Déjà, d'où vient cette idée que la douceur est un défaut ou une faiblesse? Est-ce que ça pourrait pas plutôt être une force, voire même un avantage dans ce monde de brutes? Et donc pour le coup, est-ce qu'on pourrait imaginer quelque chose comme une posture douce? Et qu'est-ce qu'elle pourrait nous apporter? Et enfin aussi, est-ce qu'on vit vraiment dans un monde de brutes quand même? Et donc, pour répondre à ces questions, je vais commencer à m'attaquer à la question de base, celle qui a un peu tout lancé, à savoir, mais enfin, c'est quoi le problème avec la voix? Parce qu'il ne devrait y avoir aucun lien entre le timbre de ma voix et mes capacités professionnelles. Alors j'ai commencé à chercher. Et je me suis demandé, est-ce que c'est arrivé à d'autres femmes dans l'histoire d'être délégitimisées par leur voix? Et donc j'ai trouvé plusieurs exemples. Et il y en a un en particulier que je voudrais vous partager. C'est celui de Margaret Thatcher, qui a été première ministre au Royaume-Uni pendant 11 ans, entre 79 et 90. Et quand Margaret Thatcher s'est lancée dans sa carrière en politique, elle a reçu pas mal de critiques sur sa voix, qui était jugée comme étant trop stridente. Si bien qu'elle a fait appel au service d'un coach vocal pour baisser la fréquence de sa voix de 60 Hz. Alors pour avoir une idée de ce que ça représente, prenons un piano. Sur ce piano, si je pose les fréquences de voix masculines, elles vont se trouver ici, entre 75 et 140 Hz. Ils vont même déborder un peu sur la gauche pour les voix les plus graves. Les voix féminines vont aller plutôt par là, entre 170 et 250 Hz. Et donc, pour revenir à Margaret Thatcher, donc, en imaginant sa voix de départ à peu près au milieu de notre fourchette de voix féminine, donc là, sur un là. Après le travail avec le coach vocal, donc la fréquence de sa voix se serait trouvée, poum, tout en bas, entre un mi et un fa, à 160 Hz. Donc ça fait une belle différence quand même. Et mine de rien, c'est quelque chose qui a eu suffisamment d'impact pour être noté dans la biographie officielle de Margaret Thatcher, qui a été publiée à sa mort, donc où il était écrit « Bientôt, les tons harceleurs de la ménagère », sympa, ont laissé place à des notes plus douces et lisses qui craquaient rarement, sauf sous provocation extrême dans la Chambre des communes. Donc, mine de rien, ça a quand même eu son impact. Et ça, Margaret Thatcher n'est pas la seule à avoir eu ce genre d'histoire. Je vais vous raconter une autre histoire, celle d'une femme un petit peu moins connue, ma mère, qui, à l'époque où Margaret Thatcher devenait première ministre au Royaume-Uni, elle travaillait au service de santé des armées. Et donc elle prenait du grade et les responsabilités qui vont avec. Et là, on lui a dit quelque chose d'assez familier. On lui a dit « Tu dis des choses pertinentes, mais avec ta petite voix douce, on ne te prend pas au sérieux. » Comme quoi, c'est de famille. Et ma mère a pu bénéficier d'une formation donc pour apprendre à mener des réunions, faire des ateliers, et aussi à baisser la fréquence de sa voix, d'un demi-ton, d'un ton, afin d'être prise au sérieux. Et mine de rien, c'est quelque chose qui l'a aidée durant toute la suite de sa carrière. Quand elle a pris sa retraite, elle était officier. Et pour le coup, cette drôle de relation entre ce côté, la voix et le fait d'être prise au sérieux ou d'être un leader, ça, une scientifique canadienne s'est penchée sur la question et a fait des expériences que je trouve absolument fascinantes. Donc c'est Joey T. Cheng, qui en 2016 a publié une étude. Alors, je vais mettre un QR code à la fin, vous pourrez les retrouver, où elle avait fait plusieurs expériences pour étudier cette relation entre la perception de leadership dans un groupe et la voix. Et donc l'une de ces expériences, elle a pris plusieurs groupes de participants et participantes, qu'elle a séparés donc, en groupes de 4 à 7 personnes. Et elle leur a fait faire un atelier donc, de leadership. C'est à savoir un atelier assez bateau, genre qu'on rencontre dans des icebreakers. Prioriser en groupe
les objets dont un astronaute aurait besoin pour survivre à un crash sur la Lune. Bien joué, qu'il y en a qui connaissent. Donc bon, jusque-là, rien qui sorte trop de l'ordinaire. Mais en amont, chaque participant et participante avait reçu une consigne supplémentaire. Chacun et chacune devait préparer une liste priorisée personnelle. Et si jamais la personne parvenait à ce qu'il y ait le plus d'éléments de sa liste qui se retrouvent dans la liste finale, merci. Donc, elle a pris des enregistrements de voix féminines qui dataient des années 40 et a mesuré la moyenne de fréquence. Donc, si on les remet sur notre piano, hop, elles étaient là. Entre un La dièse et un Si à 229 Hz. Et elle les a comparés à des enregistrements vocaux de voix de femmes, donc ces enregistrements datant des années 90. Et donc des femmes qui n'avaient jamais pris la pilule et n'avaient jamais fumé, pour éviter les influences ce que ça peut avoir sur la voix. Et là, poum, on avait une baisse de 23 Hz. On était passé à un Sol dièse. Et alors, quelque chose que je trouve assez rigolo, c'est que les résultats de cette observation avaient parfois été interprétés comme étant un effet du sexisme qui aurait forcé les femmes à baisser la fréquence de leur voix. Mais quand on la met en lien avec les études de Cheng, on peut aussi se dire, mais et si ce n'était pas plutôt le fait que depuis les années 40, les femmes ont pu prendre plus de place dans le monde du travail, plus de rôles à responsabilité, plus des rôles de leadership, et ça a peut-être pu se ressentir un peu aussi sur la fréquence de la voix. Alors pour le coup, quand on se dit ça, on peut se dire « Ah ben cool, on est sur la bonne voie. » Ah. Mais on n'est pas quand même sorti de l'auberge. Je voudrais faire une toute petite parenthèse pour vous parler des assistants numériques vocaux, en parlant d'une étude, un rapport plutôt, qui a été publié par l'UNESCO en 2019, qui s'intitule « Je rougirais si je pouvais ». Et donc dedans, l'UNESCO lance un signal d'alarme concernant les assistants comme Siri, Alexa, Cortana, qui statistiquement ont en grande majorité des noms féminins, des voix sur des fréquences féminines, donc sur le piano, et qui posent le risque de créer une association entre les voix féminines et l'attitude servile soumise de l'assistant numérique vocal.
D'ailleurs, le titre n'a pas été choisi au hasard. Je rougirais si je pouvais. C'est ce que répondait Siri jusqu'en 2019, alors sachant que Siri date de 2011, quand on lui lançait une insulte qui rime avec le mot antilope. Tout le monde là? Mais d'une voix perçue en fréquence masculine. La même insulte sur une fréquence de voix féminine déclenchait la réponse « ce n'est pas sympa ». Et donc, c'est chaud quand même. Là aussi, un gros risque sur le côté, association, voix féminine, et donc des réponses face aux insultes ou au harcèlement sexuel, par au mieux de l'évitement, au pire du flirt. Donc bon, là j'ai pas mal parlé sur la voix, mais il n'y a pas que ça, évidemment, en parlant douceur. Alors, on peut dire des choses très violentes d'une voix douce, et non, je ne vais pas faire de démo. Mais donc, parlons plutôt de ce côté posture douce, et jetons un œil ce que ça donne justement de cette perception de leadership. Et donc, allons voir aussi dans le management. Alors, avant de démarrer, j'aimerais juste prendre une seconde pour vous poser ma propre définition du management et du leadership. Parce que quand je construisais cette conférence, j'ai vu un peu tout et son contraire dans les différentes définitions. Donc, histoire d'être sûr qu'on soit sur la même longueur d'onde, j'ai présenté la mienne. Alors, ça ne veut pas dire vérité absolue, juste voilà, à quoi je pense quand j'en parle. Pour moi, le management est un rôle avec des responsabilités et le leadership est une posture qu'on va adopter, donc qu'on va prendre pour emmener les autres vers un objectif commun. Et donc, on peut tout à fait avoir un rôle de management sans forcément faire preuve de leadership, avoir les deux, faire preuve de leadership sans être dans un rôle de management, ou même faire aucun des deux, c'est pas obligé non plus. Voilà, je ferme la parenthèse. J'en ouvre une petite dernière après, promis, j'arrête. C'est juste que là, je vais rentrer dans les stéréotypes de genre. Yay, ça va être fun. Et qui dit stéréotype de genre dit quelque chose de très binaire, du rose et du bleu. Je vais juste faire un petit rappel que voilà, le genre, c'est beaucoup plus complexe que ça, et c'est important pour moi de le garder à l'esprit, surtout en ce moment. Donc voilà, maintenant c'est bon, je referme la parenthèse. Allons dans le monde magique des stéréotypes. Alors, un exemple de définition de stéréotype de genre, que par Juliette Guamula et Pascal Levé, dans un article donc, qui parle de mixité de stéréotypes, c'est que les femmes seraient par nature sur de l'écoute, douceur, intuition. Les hommes, ce serait technique, pouvoir, autorité. C'est pas subtil, c'est du stéréotype. Et je me suis intéressée à qu'est-ce que ça donne au niveau de plusieurs études lorsqu'il y a donc des personnes qui sont dans des rôles de management et qui vont dans des postures qui sont soit en accord avec le stéréotype lié à leur genre, soit à l'opposé. Alors là, il y en a 3 que j'ai trouvées. Donc les 2 premières ont été publiées par Tiles en 2005 et 2007. Et ce qui est bien, c'est que tout est dans le titre. Les femmes prennent soin, les hommes prennent les choses en main. Et maudite si tu le fais, condamnée si tu le fais pas. Et donc ce qu'elles ont mis en lumière, c'est que dans les femmes qui étaient dans des rôles de management, donc quand elles allaient en accord avec le stéréotype lié à leur genre, donc on était sur douceur, écoute, intuition, elles étaient vues comme super sympas, vraiment cool, pas de soucis. Par contre, pas super compétentes. Alors que quand elles allaient à l'encontre de ce stéréotype, donc on était sur autorité, technique, pouvoir, là elles étaient vues comme plutôt compétentes comme managers, mais alors agressives, pas sympas, un peu des antilopes. Et alors, il y a une autre étude qui a été faite par Madeleine Heilman en 2010. Elle s'intéressait sur qu'est-ce qui se passait pour des hommes dans des rôles de management, et donc qui allaient à l'encontre du stéréotype. Donc pour rappel, écoute, douceur, intuition, tout ça. Là aussi, tout est dans le titre. Ce qui est faible et ne méritant pas le respect. Sympa. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'elle a quand même isolé 2 cas de figure assez distincts. C'était que soit, donc, ça n'était juste pas reconnu, pas perçu. Ils étaient quand même vus comme étant dans le stéréotype masculin, autorité, technique, pouvoir, juste parce que c'était des hommes. Un peu comme le sirop de menthe coloré en rose, et poum, c'est de la grenadine. Ou alors, les fois où c'était reconnu, où c'était vraiment perçu, ils étaient vus comme étant faibles et ne méritant pas le respect. Alors là, vous allez me dire, ouais, ça a l'air cool ton truc, hein. Je vais être incompétent, faible, ça fait envie, la douceur. Effectivement, quand on voit ça, on se dit, peut-être qu'on vit vraiment en fait, dans un monde de brutes, où c'est la loi de la jungle.
Et il va falloir se faire respecter parce que sinon, on ne va pas y arriver. Mais à ça, j'ai quand même envie de dire, pas d'accord. Pour moi, être doux, être douce, ça ne veut pas forcément dire être un paillasson. Puis en plus, un paillasson, c'est super rêche, la métaphore ne marche pas. Mais alors pour le coup, qu'est-ce que c'est? Si on imagine une posture douce, qu'est-ce qu'on pourrait mettre dedans? Alors, pour moi, ça commencerait par un intérêt sincère pour l'autre. Quelque chose qu'on pourrait qualifier de gentillesse, par exemple. Mais alors, le mot gentillesse, il a parfois une connotation un peu péjorative. Quand on qualifie quelqu'un de gentil, on a un peu tendance à le préfixer par un trop. Alors après, il y a le mot bienveillance. Il est sympa celui-là, c'est littéralement vouloir le bien. Alors le problème, c'est qu'il a eu beaucoup de succès, un peu trop de succès. Il s'est un peu fait déformer, tordre, abuser. Et alors on a parfois vu naître une forme de bienveillance, alors qui est magnifiquement bien décrite par Christophe Genoux dans son livre Leadership, agilité, bonheur au travail, bullshit, où il nous dit que la bienveillance en organisation, c'est une réciprocité feinte, fictive. Donc on a un bienveillant qui surplombe un bienveillé. Une forme assez perverse de manipulation morale des individus. Il n'y va pas de main morte. Et ce qui est assez marrant avec cet extrait, c'est que lorsque je l'ai fait lire à mon conjoint, pour lui demander son avis, alors lui, il a eu mes réactions directes, le cri du cœur, mais pouf, il m'a dit « Waouh, lui, quelqu'un lui a fait du mal ». Et ça m'a fait réfléchir et ça m'a fait me dire, mais c'est peut-être pour ça qu'il a autant résonné avec moi aussi ce passage, c'est qu'effectivement, ce type de fausse bienveillance, c'est quelque chose qui fait du mal. Et même pour l'avoir vécu, pendant un temps, je ne voulais même plus entendre parler du mot bienveillance. Alors que pourtant, c'est juste un mot. Le problème, il est ailleurs. Et donc, pour faire un peu une différence entre le type de bienveillance que j'imagine pour une posture douce et celle-là, donc pas trop envie de la mettre dans le panier, je vais m'appuyer sur un... Alors, c'est une théorie des relations et de la personnalité qui s'appelle l'analyse transactionnelle, qui a été écrite par Eric Berne en 1958. Alors, je m'appuie juste sur une toute petite facette de cette analyse transactionnelle qui s'appelle les positions de vie, qui représente un petit peu la valeur que je m'attribue à moi-même en rapport avec la valeur que j'attribue aux autres. Donc, il y a 4 déclinaisons, plus, donc j'ai de la valeur, les autres aussi, tout est cool. Plus, moins, j'ai plus de valeur que les autres et je les regarde de haut. Moins, plus, les autres ont plus de valeur que moi et je m'écrase. Et enfin, moins, je suis nul, les autres sont nuls, la vie est nulle. Et donc, la bienveillance décrite par Christophe Genoux, je l'imagine plutôt par là. Soit en plus-moins, c'est je l'inflige aux autres en toute indulgence. Je veux leur bien, mais je sais mieux qu'eux ce que c'est leur bien. Soit moins plus. Justement, je la subis de la part de quelqu'un. Et donc, je pense que je vais surprendre personne en disant que la bienveillance que j'imagine, elle est plutôt là. Voilà, un plus. Se dire, déjà, je m'accorde de la valeur à moi, c'est important, je fais aussi preuve de bienveillance envers moi-même, et j'accorde la même aux autres. En gardant à l'esprit que quel que soit mon niveau d'expertise, quelle que soit mon expérience, l'autre personne peut toujours m'apprendre quelque chose. Penser à quelque chose auquel je n'aurais pas forcément pensé, avoir lu un article intéressant que je n'aurais pas lu, avoir une idée auquel je n'avais pas pensé, apporter quelque chose. Et mine de rien que ça peut faire tout un monde de différence. Alors, autre chose à rajouter dans le panier, pour moi, ce serait l'empathie. Donc, qui représente un peu ce côté, la faculté de se mettre un peu dans les chaussures de l'autre, de s'identifier à l'autre. Donc, on va avoir 2 formes d'empathie. On va avoir l'empathie émotionnelle. Je réalise l'émotion de l'autre et je peux m'identifier à cette émotion et la ressentir aussi. Alors, un exemple un peu en grossissant le trait qui va être je comprends que tu ressens de la tristesse, c'est ce que je vois. Je comprends ce que c'est, ça m'est aussi arrivé d'être triste un jour. Et donc, je peux en discuter avec toi et essayer de comprendre un peu. Et donc, c'est plutôt cool. Hein, on reconnaît l'émotion, on la prend en compte. Et on a aussi un autre type d'empathie qui va être l'empathie cognitive. Donc voilà, j'identifie l'émotion, je la comprends, et donc j'entre dans un effort de réflexion pour essayer de comprendre un petit peu la personne, qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce qui a pu déclencher, qu'est-ce que je peux faire aussi pour aider si demande, attention à l'aide infligée. Autre petit truc sympathique, on va y avoir un petit peu de non-verbal. Alors c'est un truc tout bête, hein, un sourire.
Mine de rien, ça fait une belle différence entre une posture un peu ouverte, un sourire, et puis pas pareil. Je sais que moi, en réunion, face à ce genre de posture, il y en a une. Je laisse deviner laquelle. Alors, un autre truc sympathique, alors ce qu'on va appeler les soft skills. On a tendance à en parler en complément des hard skills, donc qui représentent les compétences qu'on acquiert lors de formation ou en lisant des livres, des choses comme ça, comme faire des requêtes SQL, coder dans un certain langage, ou pour les agilistes, décrocher des post-it sans qu'ils rebiquent. Très hard skill. Et donc les soft skills, quand j'ai vu qu'en français, elles étaient souvent traduites en compétences douces, alors là, je me suis dit, trop bien. Avec ça, je vais convaincre tout le monde, c'est trop cool. Et après, quand on va gratter un peu dedans, c'est pas si simple que ça. Déjà, les soft skills, il y en a beaucoup. Et encore là, je n'ai pas tout mis, j'en ai pris tout plein. Et autant dans l'eau, il y en a plusieurs qui correspondent assez bien à cette idée d'une posture douce, communication, empathie, coopération. Autant il y en a, genre mémoire, esprit critique, créativité, très bonnes compétences à cultiver, rien à voir avec la douceur. Donc pour le coup, les soft skills, c'est peut-être pas forcément des compétences douces, mais plutôt un savoir-être, sur lequel on va pouvoir venir s'appuyer dans notre posture douce, mais ce n'est pas les soft skills. Contrairement à ce que la traduction française pourrait laisser entendre parfois. Ça en fait des choses. Alors là, vous allez peut-être me dire, oui, c'est mignon tout ça, mais ça donne quoi dans la vraie vie? Parce que après tout, dans l'agilité, c'est souvent vu comme le royaume des arcs-en-ciel et des bisounours. Et donc là, je me dis, attends, avec ma petite voix douce et ma posture douce, ça devrait être crème. La reine du pétrole, quoi. Et pourtant, c'était pour une mission d'accompagnement agile que ma voix était trop douce. Alors pourquoi? C'est vrai que quand on y regarde de plus près, je pense que pareil, je vais surprendre personne en disant, voilà, c'est pas si bisounours que ça, l'agilité. Mine de rien, il y a les fameuses transformations agiles qui se passent assez rarement en douceur. On peut plutôt avoir tendance à déclencher un grand choc de culture, culture agile, culture gestion de projet classique, et donc entraîner son petit lot de résistance au changement aussi, ou même d'autres choses qui vont arriver. En tout cas, tout un tas de challenges qu'on va devoir gérer. Et c'est vrai que ça, tout de suite, ça fait moins penser à de la douceur, pouvoir faire face à plein de challenges d'un coup. Et donc, pour le coup, j'ai réparti les différents rôles qu'on a dans l'agilité en 3 grandes familles, pour parler un petit peu de ces challenges auxquels ils font face, et comment la douceur peut quand même aider un petit peu. Déjà, on a les rôles plutôt axés facilitation, donc tout ce qui est les masters, Scrum Master, Agile Master, Kanban Master, Coach Agile, tout ça, Lego Master, non pas ça, mais pas loin. On les reconnaît au post-it bien droit. Qui vont être, pareil, les personnes qui vont poser le cadre, donc entre le faire avec rigueur, mais l'adapter aux besoins des équipes, qui vont être en figure de proue de ces fameuses transformations et qui pour coup vont pouvoir se prendre en pleine figure pas mal des challenges qui vont avec, qui vont être souvent les personnes sur lesquelles on va s'appuyer pour gérer les conflits et parfois dire des choses qui fâchent un petit peu. Comme ça, c'est pas une user story, c'est un cahier des charges. Des choses comme ça où on va peut-être revoir quand même la manière dont on estime. Et mine de rien, un peu de douceur, une posture douce, ça peut nous aider un petit peu, ne serait-ce que gestion de conflit, à pouvoir faire preuve d'empathie, pouvoir accompagner une personne aussi dans cette empathie. Ça peut aider à faire passer aussi des messages un peu compliqués parfois. On va avoir les rôles plutôt métiers, donc là les P, les PO, PPO, PIM, alors business analyst, il n'y a pas de P, mais on va faire comme et plein d'autres. Donc les gens qui vont souvent faire un énorme grand écart entre les besoins du client, de l'équipe, de l'entreprise, et se retrouver un peu au milieu. Et là-dedans, face à ces avis contradictoires, alors, un cas un peu bateau, mais plusieurs parties prenantes qui chacun veut vraiment faire passer son besoin avant tout le monde. Une petite dose de hiérarchie pour saupoudrer, et la pression monte. Et donc là aussi,
ça peut aider quelque part dans ces moments de dire non et défendre ses décisions, mais l'amener aussi différemment. Créer un dialogue entre les différentes parties prenantes et les amener dans de la co-construction. On va avoir, donc, troisième grande famille dans le côté technique. Alors, il y en a plein du côté de dev, de lead tech, de QA, d'archi. Donc, les personnes des équipes qui vont souvent subir pas mal les irritants du cadre posé, souvent imposé. Donc faire face à parfois des délais, des charges pas forcément compatibles, devoir challenger ses demandes et gérer ses blocages. Et donc, mine de rien, là aussi, il y a des choses où ça peut aussi nous aider. Un exemple que j'aime bien, c'est le côté, j'ai une merge request qui vient d'arriver, il y a un membre de l'équipe, il est super frustré parce que la personne qui lui a fait la merge request, on lui avait dit de faire d'une certaine manière, et puis la personne ne le fait toujours pas. Et donc, je peux dire, membre de l'équipe, zut, j'en ai marre, j'ai déjà répété, radada, je vais lui mettre un commentaire bien salé, lui refuser, je ferai une petite remarque passive-agressive à la rétro, ça lui apprendra. Ou alors, on peut aussi caler un moment en pair programming et regarder à deux pour essayer de comprendre, tiens, pourquoi est-ce que cette personne ne l'a pas fait comme on avait demandé? Est-ce que la personne n'avait pas compris mais pas osé le dire devant le reste de l'équipe? Ça se comprend. À ce moment-là, on peut peut-être regarder ça ensemble. Est-ce que la personne a pensé une manière différente de faire qui pourrait en fait apporter quelque chose mais n'a pas forcément su ou osé l'exprimer? Ça se trouve, c'est moi qui vais apprendre un truc. Mais dans tous les cas, j'aurais ouvert un dialogue au lieu de fermer la porte. Donc, ça peut être pas mal. Alors après, là, évidemment, je fais un peu la pub de la posture douce, évidemment. L'idée, c'est pas non plus de se dire qu'il faut faire que ça. C'est pas une posture unique pour les gouverner toutes, on est d'accord. Mais je me dis, c'est quelque chose qui, en complément des postures qu'on prend habituellement, peut nous apporter un petit quelque chose. Et ce serait dommage de faire une croix dessus en le confondant avec de la faiblesse. Et donc, pour finir, j'aimerais vous partager quelques petits outils. Alors, certains sont relativement connus, d'autres un petit peu moins. Alors pour moi, leur utilisation va se retrouver facilitée par une posture douce, mais pourra aussi peut-être nous aider à amener un petit peu de douceur. Le serpent qui se mord la queue. Ouais. Alors le premier, assez connu celui-là, c'est l'écoute active. Donc l'idée de prendre un moment pour discuter avec une personne et surtout écouter pour comprendre ce que dit la personne plutôt que pour formuler une réponse. Et alors si comme moi vous avez un peu tendance à être assez axé solution, c'est super dur. Parce que personnellement, ça m'arrive assez fréquemment quand quelqu'un me parle de quelque chose, parfois cette personne va prononcer quelques mots-clés, il y a des zones dans mon cerveau qui vont s'allumer, et alors là, paf, je vais me dire, oui, c'est ça la solution. Et alors là, j'ai la moitié de mon attention qui n'est plus sur la personne, mais qui est sur la solution que je suis en train de lui préparer. Je prépare ma réponse. Et là, ce qui va peut-être m'arriver, c'est que je vais peut-être louper une info essentielle et que ma solution elle va faire viouf, bien à côté de là où il y avait vraiment un besoin. Ça se trouve aussi, le besoin, c'était pas d'une solution, juste d'un moment d'écoute. Et pareil, viouf, je suis passée à côté. Et donc là, dans ces cas-là, faut que je m'attrape par le col, que je me dise « tu te calmes ». Et de là, se remettre dans la conversation. C'est aussi un moment, donc je dis arrêt momentané du jugement, parce que, évidemment, j'ai toujours raison. Mais c'est aussi le cas de la personne en face. Et là justement, c'est pas le but. Et enfin, petit bonus, le fait de pouvoir reformuler après, pour s'assurer d'avoir bien compris, assurer l'autre d'avoir bien écouté. Alors, une autre plutôt connue, communication non violente. Alors, rien que dans le titre, ça colle plutôt pas mal avec cette idée de douceur. Donc ça, c'est souvent représenté par un petit bonhomme qui nous donne un peu une structure pour parler, pour formuler. Alors ça peut être des critiques constructives, ça peut être des feedbacks positifs, qui généralement, souvent généralement un côté, on donne une observation plus qu'un jugement, en faisant un je remarque, j'ai l'impression, plutôt que toi, t'as fait ça. Pas tout à fait le même effet. On n'est pas obligé de suivre religieusement la nomenclature, parce qu'au bout d'un moment, on parle un peu comme un robot. Mais on peut se baser sur le fait il y a un besoin que j'ai, pouvoir l'exprimer
Et encore une fois, écouter celui de l'autre, ouvrir la porte à un dialogue. Avec un « qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu peux m'aider? À ton avis ?» Plutôt que je pose ma critique et fouf, je m'en vais, bye bye. Voilà. Alors un autre dans les moins connus, celui-là, bien que j'aime bien, ça s'appelle, c'est les 5 chaises comme outil. Alors ça a été créé par une coach qui s'appelle Louise Evans. Et en gros, elle a modélisé par 5 chaises colorées les types de comportements qu'on peut adopter dans nos communications. Et moi, ce que j'aime bien avec celui-là, c'est que ce n'est pas un test de personnalité, ça ne divise pas les personnes. Au contraire, ça divise les types de comportements qu'on peut adopter tous et toutes. Et donc, chaque chaise représente un type en particulier. Donc, pour décrire ce qu'elles font en donnant en plus un cas concret, je vais vous raconter une petite anecdote où ça m'est arrivé un jour dans une réunion avec une équipe parmi laquelle je travaillais, d'être en train d'argumenter avec une personne, de challenger un petit peu. Les Scrum Masters, les coachs, ils font ça souvent. Et là, il y a une personne dans l'équipe un peu ambiance détendue, on s'envoie des vannes, des taquineries, qui là me sort une vanne, mais alors, sans forcément le répéter verbatim, mais en gros, l'idée c'est, oui, non, mais tu peux pas argumenter avec une femme, quoi. Alors là, moi, bam, chaise rouge, c'est la chaise de l'attaque. C'est le moment où on est dans l'agression, mais aussi dans la défense, ou le passif agressif, et surtout la réaction. Réaction épidermique. Pardon? Pas la voix douce, là. Et donc, ça, c'est la première chaise où on vient se mettre dans ces moments-là. Alors, la deuxième chaise, c'est la chaise jaune. Chaise du doute de soi. C'est un peu la chaise où on se met lorsqu'on fait « Oh là là, mais on n'est pas tout à fait sûr. » Ou alors « Qu'est-ce que j'ai dit? Pourquoi j'ai dit ça ?» Donc là, dans mon cas, après avoir dit ce « pardon », la personne qui a fait cette remarque, c'est le visage qui se décompose un peu, les collègues tout autour qui s'empressent de changer de sujet. Et là, je passe le reste de la réunion à avoir une partie de mon esprit qui est sur « Ah mince, est-ce que j'ai surréagi? Ça se trouve, c'était juste une blague. Mince, qu'est-ce qu'ils vont penser ?» Ou une autre partie. Est-ce que quand je challenge ou que je discute ou que j'argumente, les gens se disent c'est juste une nana qui chipote? Est-ce que, et alors que ça fait pourtant partie de mon métier, qu'est-ce qui se passe? Donc là, le moment où ça tourne un peu à l'intérieur. On a la chaise verte, chaise de l'attente. C'est le moment où on se dit, en sortant de réunion, attends, je fais un pas en arrière, je veux juste regarder les faits objectivement et je ne vais pas en parler, juste y réfléchir. Donc là, dans mon cas, repenser un peu à ce qui s'est passé. Chaise bleue, chaise de détection. Je réfléchis un peu à quels sont mes besoins, quels sont mes sentiments. Communication non violente. Ou là, dans mon cas, je me dis, je pense que, je me sens un peu remise en question sur ma légitimité dans l'équipe. Et aussi, la blague, je trouve qu'elle avait un côté un peu sexiste qui me plaisait pas du tout, même si c'était pas fait exprès. Et je pense que je veux pas que ça se reproduise. Voilà, mes besoins. Et enfin, chaise indigo, chaise de la connexion. Donc là, on va trouver le côté empathie. Et donc là, je réfléchis un petit peu au collègue qui m'a fait cette remarque, la manière dont clairement son visage a changé d'expression quand il a vu ma réaction. Et je me dis, clairement, c'était pas vu comme vraiment un truc pour m'enfoncer. Et il est probablement bien dans la chaise jaune en train de se dire, oh là là, pourquoi j'ai dit ça? Donc, et puis moi aussi, ça m'aide aussi à prendre du recul. Et donc pour le coup, qu'est-ce que je fais? Je retourne dans la chaise bleue. Je lui offre un café le lendemain, je prends un moment pour en discuter et pour juste exprimer, voilà, je sais que c'était une blague, mais pour moi, ça ne me va pas, ça me met mal à l'aise. Je préfère que les blagues ne soient pas sur des sujets comme ça. Et après, le problème était réglé, on a eu une super discussion, et ça a tout désamorcé. Et un truc qui est assez sympa avec cet outil aussi, je parlais de gestion de conflit, c'est le côté qu'on peut aussi l'utiliser pour accompagner des personnes. Tout simplement en invitant une personne à s'installer, donc pareil, métaphoriquement sur chacune des chaises et à verbaliser un peu son ressenti par rapport à une situation, mais on peut accompagner une personne d'un état d'agression jusqu'à un état d'empathie. Ça peut avoir un côté sympa. Et enfin, un petit dernier pour la route. J'aimerais vous parler des chauds doudous. Enfin, dur de parler de douceur sans parler de chauds doudous. Alors, les chauds doudous, ça vient d'un roman pour enfants, un conte pour enfants, qui a été écrit par Claude Steiner en 1984, qui, d'ailleurs, pour la petite anecdote, était un élève d'Éric Berne, le monsieur qui a fait l'analyse transactionnelle.
Et alors dans ce conte, alors que je ne vais pas raconter en entier, sinon je vais vraiment déborder, mais Klaus Steiner nous raconte l'histoire du monde des chauds-doudous, où donc, dans ce monde-là, chaque enfant naît avec un sac infini, un sac sans fond, rempli d'une quantité infinie de petites créatures toutes chaudes et toutes douces qu'on appelle des chauds-doudous. Et donc quand on reçoit un chaud-doudou, on se sent chaud et doux et heureux. Et, alors, je ne vais pas rentrer dans la suite de l'histoire, mais ce que représentent ces chauds-doudous, c'est les feedbacks positifs, les marques de reconnaissance, qui, mine de rien, sont super importants, tout autant que les critiques constructives ou les feedbacks négatifs, qui peuvent nous permettre de renforcer la cohésion d'équipe. Et pour ça, il y a plein d'outils existants, des choses comme des kudos cards, comme les cartes de jeu totem, comme tout simplement se prendre des petits post-it, parce qu'on aime bien les post-it, on sait les mettre droit, et faire un petit atelier où chacun peut noter sur un post-it une chose pour laquelle on est reconnaissante envers l'autre, la lui coller dans le dos, et puis chacun se balade, discute, et après tout le monde découvre ses chauds-doudous. Et pour le coup, ça en fait des petits outils sympas et des avantages à la douceur. Mais pour finir, j'aimerais revenir à la dernière question que je m'étais posée. Je m'étais demandé, est-ce que nous vivons vraiment dans un monde de brut ? Et ça, pour y répondre, je vais m'éloigner de mes supports habituels et je vais aller me pencher sur un film qui s'appelle Everything Everywhere All at Once, qui est sorti en 2023, qui est super bien. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Alors, sans spoiler le film, je vais vous parler d'un personnage qui m'a beaucoup touchée dans ce film, qui a été joué, donc Waymon Wang, joué par Ke Huy Quan, qui est un personnage, c'est un homme qui a une voix plutôt douce, une fréquence un peu élevée, et qui, durant une bonne partie du film, nous est présenté comme quelqu'un d'assez faible. Et pourtant, au fur et à mesure que l'histoire va avancer, il va nous démontrer magistralement la force de la douceur, par sa capacité à faire preuve d'empathie et à créer des connexions avec les autres. Et j'aimerais vous partager 2 citations de ce personnage. Donc la première, c'est « Tu penses que parce que je suis gentil, ça veut dire que je suis naïf. Et peut-être que je le suis. C'est stratégique et nécessaire. C'est comme ça que je me bats. Et la seule chose que je sais est que nous devons être gentils. S'il vous plaît, soyez gentils, en particulier lorsque nous ne savons pas ce qui se passe. » Et ça me fait me dire que peut-être que nous ne vivons pas dans un monde de brut, en fin de compte, mais plutôt dans un monde incertain, auprès d'autres humains qui font face à tout autant d'incertitudes. Et tout comme l'agilité nous aide à faire face à la complexité, pour moi, la douceur, la gentillesse peuvent nous aider à faire face à cette incertitude, en faisant preuve de gentillesse avec les autres, tout comme avec nous-mêmes. La douceur est un avantage, une force, et personne ne devrait être pénalisé pour ça. Alors, j'avais parlé d'un QR code avec les sources. Le voilà, avec la seule source que je n'avais pas encore citée. Il s'agit d'un podcast par Isabelle Châtaignier qui s'appelle « Pas convaincu, l'éloquence au féminin » et qui s'intéresse aux arts oratoires vus sous le prisme des femmes et de leur voix dans l'histoire. Super intéressant, je recommande. Donc voilà, je laisse une petite minute pour pouvoir scanner. Je vois encore des téléphones. C'est bon. Et bien pour le coup, il ne me reste plus qu'à vous dire un énorme merci. Et okay. Si vous avez des feedbacks, des chauds doudous, des questions,